Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de la chaîne des informations contre les mésinformations, JC4 Télévision de partout au monde, nous sommes au premier numéro de l'an 2024 de votre magazine Actu Deuil. À ce premier numéro, vous savez que l'actualité oblige, on parle de la qualification de la République démocratique du Congo en demi-finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023 après avoir battu les Sili nationales de la Guinée par un score de 3-1. Alors, la République démocratique du Congo s'est qualifiée en demi-finale. Nous allons également parler de la politique. Deuxième mandat de Félix Antoine Tshisekedi. Quelles sont les priorités? Nous allons en parler avec notre invité. Il est analyste maison, il est politique bien sûr. Il a été candidat à la députation provinciale, si je vais l'appeler candidat malheureux, je ne sais pas. Il est là, il va nous rejoindre sur ces plateaux. Monsieur Philippe Boukassa. Bonjour. Bonjour, meilleur vœu. Bonjour, monsieur Jean Crespin, meilleur vœu à vous aussi. Meilleur vœu aussi à tous nos téléspectateurs qui nous regardent depuis leur poste de téléviseur. La santé, vous êtes en forme? Dieu nous fait grâce. Après avoir été non proclamé par le président de la CENI, Denis Kadima, avez-vous des contentieux électoraux ou soit sportivement, vous avez accepté le résultat? Sportivement, nous avons accepté les résultats. C'est tout ce que nous pouvons dire. Alors, on va en débattre. Si vous pouvez prendre place, comme ça, on va échanger. Merci. Les Léopards de la RDC se qualifient en demi-finale, c'était hier face au Sili national de la Guinée. Vos impressions par rapport à ces matchs d'hier, qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que patriote congolais aussi? Merci, monsieur Jean Crespin. Avant d'entamer le vif du sujet, j'aimerais d'abord vous dire merci pour l'invitation. Vous savez que ça fait déjà un bout de temps que je n'ai pas pris part à vos émissions. Et lorsque j'ai reçu un coup de fil pour votre invitation, ça a été une surprise totale et je me suis dit, je ne peux que venir répondre à votre invitation, surtout que vous savez que vous avez tout mon soutien total pour votre courage, pour votre bravoure, votre abnégation. Et vous êtes un modèle pour plusieurs jeunes d'entre nous. Alors, concernant nos léopards, vous savez, monsieur Jean Crespin, nous avons tous suivi avec une attention soutenue. Parce que vous savez, après tout, nous sommes tous Congolais. Et nos vaillants héros nous ont honorés, nous ont rendus encore fiers hier. Et ça a été une joie immense de voir que nous avions battu les Guinéens qui avaient beaucoup parlé avec leur coach. Parce que, bien sûr, ils nous avaient promis qu'ils allaient nous renvoyer à la maison. Ils n'étaient pas prêts. Faire leur valise. Bien sûr, vous savez que ce sont des réalités du foot. Et je vais aussi prendre l'anecdote de notre frère Chancel Mbemba qui disait la justice de Dieu. Belle prestation selon vous, un bon travail de notre manager, coach Sébastien Desabre. Moi j'ai retrouvé un Ibenge. J'ai retrouvé Ibenge dans les chefs de ces coachs. Parce que vous savez, si nous revenons il y a 7 ans en arrière, vous allez comprendre que les jeux que les coachs ont mis en place est presque similaire avec les jeux qu'avait Ibenge. Différemment du coach Android Ibenge, on parle ici qu'il sélectionnait les joueurs par rapport à un quota, par rapport à une commission. Est-ce que vous pensez qu'il y a des il est libre de faire la sélection comme il veut, ou soit il est aussi, je pourrais dire, il reçoit aussi des injonctions de quelques autorités? Monsieur Jean Crespin, je pense que nous devons dire ce que nous connaissons. Alors, moi je ne peux pas commenter sur des allégations, ou soit sur des rumeurs de certains couloirs. Vrai ou faux, je n'entre pas dedans. Mais je regarde la réalité
La réalité est que Florent Ibenge avait mis en place un système de jeu qui avait fait à ce que nos léopards, lorsqu'ils jouent à l'extérieur, qui gagnent toujours des matchs. Et nous avions été une équipe qui, allez, tous les pays en tout cas cherchaient à battre nos léopards, si vous vous souvenez. Et actuellement, je retrouve Florent Ibenge dans le chef de notre coach maintenant. À la différence plutôt, nous trouvons que l'actuel coach a un problème parce que nous avons des bons joueurs, nous avons une belle équipe, mais il nous manque tout simplement un buteur. Et si vous regardez d'ailleurs parmi les gens qui ont marqué, ils ne sont même pas des attaquants. Et là, si vous prenez Chancel Mbemba, il n'est pas attaquant. Vous prenez Masuaku, il n'est pas attaquant. Oui, ça lui-même, il n'est pas attaquant. Donc c'est une réalité, nous devons alors chercher des buteurs pour pouvoir remporter cette coupe. Voilà. Une sélection composée que des internationaux, les joueurs professionnels, un seul loco qui est les gardiens sur les bancs du tout-puissant Mazembe. Ça vous fait quoi? Est-ce que c'est ce qui nous manquait, ce qui manquait plutôt à Florent Ibenge, ou soit c'est, je dirais, c'est une chance, une opportunité qui s'est donnée à des sabres, ou soit il fallait vraiment jouer avec des joueurs professionnels qui évoluent déjà dans des différents championnats en Europe, en Asie? Déjà, c'est une fierté, M. Jean Crispin. C'est une fierté parce que c'est la couleur congolaise qui est représentée. Et nous, en tant que Congolais, ça ne peut que nous rendre fiers. Que vous soyez joueur local, que vous soyez international, nous, ça ne peut que nous rendre fiers aussi longtemps que notre équipe nationale va encore plus loin. Plus loin encore. Donc ça ne peut que nous faire plaisir. Mais par rapport à votre question aussi, nous devons alors aussi réfléchir sur comment améliorer notre championnat à la Ligue Foot. Parce qu'actuellement, nous ne connaissons même pas les programmes des jeux, nous ne connaissons même pas. Ils sont où actuellement? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas médiatisés. Bon, ils ne sont pas suffisamment médiatisés. Lorsqu'il y a match, est-ce que la RTNC... Là, ce ministre, il a fait quoi, les voir? Oui, voilà. C'est en fait dans ce sens-là. Nous devons rendre notre championnat un peu plus grand. Aujourd'hui, lorsque nous regardons Real Barça jouer, c'est parce qu'ils ont su rendre leur championnat un championnat assez suivi. Et nous devons aussi arriver en tout cas à rendre notre championnat dans ce sens-là. C'est un peu ça. Les ministres et les présidents de la FECOFA, tous les staffs en tout cas, ils doivent réfléchir sur cette possibilité-là. Je pense que dans 5 ans, dans 10 ans, on parlera de notre championnat. Moi, j'ai la foi, je suis un chrétien qui ayant vraiment une foi imbranlable. Je crois que dans 5 ans, dans 10 ans, on pourrait parler de notre championnat, mais seulement si nous mettons en place une bonne politique, une bonne organisation. Ça va aussi de pair avec la grandeur. Alors selon vous, qui de Mali et la Côte d'Ivoire est prenable ou jouable face à la République démocratique du Congo en demi-finale? Le match va se jouer bien sûr aujourd'hui. Vous espérez que les Léopards puissent affronter le Mali ou la Côte d'Ivoire, l'équipe qui est prenable? À mon humble avis, je préfère la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui va jouer chez lui à domicile? Bien sûr. Bon, vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est d'abord un pays qui a été repêché. Nous avions vu comment cette équipe a fait beaucoup de failles. Et je pense que ces failles... Repêché, mais ils ont eu à éliminer l'équipe qui était favorite, qui est le Sénégal. Bien sûr, vous savez, il y a un adage qui dit lorsque vous vous sentez en danger, c'est là que vous êtes en danger. Et lorsque vous ne vous sentez pas en danger, c'est là d'ailleurs, lorsque vous ne vous sentez pas en danger, c'est lorsque vous êtes en danger. Et lorsque vous ne vous sentez pas en danger, là vous êtes en danger. Et vous savez que le Sénégal était venu avec beaucoup de prétentions, beaucoup d'assurance. Et c'est la justice de Dieu qui s'est faite. Donc dans une guerre, lorsque vous partez, vous ne partez pas avec tant d'assurance que ça. Ils avaient un peu minimisé la Côte d'Ivoire. Et je pense que nos joueurs sont bien outillés, ils connaissent cette réalité. Et puis voilà, moi je préfère en tout cas la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est moins faible. Qui joueront avec son 12e homme, au cas où ils se qualifient, ils vont jouer avec leur 12e homme qui est
la République. Vous pensez vraiment que l'RDC pourrait s'en sortir? Bon, ils avaient perdu 4-0, c'était face à leur public. Oui, bien sûr, mais apparemment ils ont restructuré les choses avec le retour de l'arbitraire il s'appelle comment? Hilaire, si c'est Hilaire, Bastien Hilaire. Vous pensez vraiment, je vois là Bastien Hilaire, je vois là aussi l'ancien joueur du FC Barcelone, Franck Kiesé, ils sont de retour avec force. Est-ce que vous pensez vraiment que l'RDC pourra s'en sortir? Oui, mais c'est ce que je disais. Nous, on préfère plus, moi personnellement, je préfère plus la Côte d'Ivoire que le Mali. Et le Mali, on parle plus de la Côte d'Ivoire, mais on parle moins du Mali. Vous savez que le Mali, depuis qu'ils ont commencé la compétition, ils n'ont jamais perdu les matchs. Et ils ont montré en fait des qualités défensives assez impressionnantes. Offensives également. Oui, offensives également. Donc, tout se joue en fait avec cette manière de faire là. Donc, vous voyez la RDC jouer la finale de ces 34e éditions de la Coupe d'Afrique des Nations? Je suis congolais, je ne peux que dire oui. Je ne peux que dire à combien de pourcents que vous voulez raconter? Avec la raison, je ne peux que dire oui parce que nous avons vu hier une belle équipe. Une équipe en tout cas impressionnante. Et je pense que on ne peut que dire bonne chance à nos léopards. Et nous attendons en tout cas les trophées lors de leur retour. Bonne chance à nos léopards, nous espérons qu'ils vont nous ramener surtout les trophées et surtout aussi nos voisins, ils sont en train de surveiller les flèves. Nous espérons bien qu'après avoir remporté la coupe à la maison, nous allons aussi faire un tour là-bas pour leur faire visiter ou soit faire des photos comme l'a dit Herman Amissi. Alors nous allons parler de la politique, on parle du deuxième mandat, le second mandat d'ailleurs que le dernier, constitutionnellement parlant, du président Rémi Félix Antoine Tshisekedi. Ça doit être quoi les priorités? C'est vrai qu'il nous a parlé des 6 axes. Parmi les 6 axes que lui-même a énumérés, il a parlé ici, de créer plus d'emplois en accélérant surtout la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. Il a parlé de protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant les taux d'échange. Il a parlé du troisième axe qui est assurer la sécurité des populations et leurs biens du territoire national en restructurant l'appareil sécuritaire. Quatrième axe, il parle de poursuivre la diversification de l'économie et renforcer sa compétitivité. Cinquième axe, il parle de garantir plus d'accès aux services sociaux de base. Et puis le sixième axe, il parle de renforcer efficacement les services publics. Surtout dans toutes ces 6 priorités s'ajoutent 3 défis majeurs. Parmi ces 3 défis majeurs, il parle aussi de la décentralisation, ou plutôt désenclavement du territoire national, le développement de la chaîne des valeurs agricoles et puis l'assainissement de villes. Selon vous, je ne sais pas d'ailleurs, vous êtes encore Tshisekedi après avoir été publié n'est pas été publié par Denis Kadima. Vous restez Tshisekediste ou soit vous vous êtes séparé de l'Union sacrée? Bon, écoutez, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a organisé les élections de prime abord, et c'est Denis Kadima qui a organisé. Peut-être que vous n'avez pas été accompagné ou soit soutenu par l'Union sacrée? Bon, ce sont des réalités politiques et des réalités électorales que nous connaissons assez bien. Et je pense que je ne veux pas en tout cas revenir sur cette triste période. Vraiment. Mais cependant, M. Jean Crespin, vous avez évoqué des questions assez importantes. Et sur des questions importantes, j'aimerais vraiment parler avec la raison, avec toute objectivité. Qu'est-ce qui est priorité pour ce second mandat du président Félix Antoine Tshisekedi? Exactement. Vous savez, d'abord, avant de vous répondre, M. Jean Crespin, vous savez que ce deuxième mandat peut constituer un piège contre Félix Tshisekedi. Mais également, ce deuxième mandat, c'est un cri d'alarme du peuple pour celui qui a prôné une bonne gouvernance, mais surtout axé sur une politique répondant sur le peuple d'abord. Donc c'est un mandat évidemment ayant beaucoup d'enjeux pour Félix Tshisekedi, et je pense que lui-même est conscient
d'abord par rapport au nombre de voix qu'il a obtenu, 73%, c'est pas... Plus de 73%. Plus de 73%, c'est pas quand même de la mer à boire. C'est pour la première fois depuis que nous avions opté pour la constitution du 18 décembre. La priorité des priorités. Vous savez, M. Jean Crespin, ici au Congo, tout est priorité. Si nous voulons prendre l'éducation, les chantiers, moi j'ai dit que le Congo c'est un vaste chantier dans lequel nous devons plus nous investir. Vous prenez par exemple le secteur de l'éducation. Tout est priorité là-bas. Parce qu'il y a ces problèmes des infrastructures éducationnelles, il y a ces problèmes de l'artisan même de l'éducation qui est l'enseignant lui-même, parce qu'il faudrait bien les rémunérer. Bien sûr, il faudrait bien les rémunérer. Il y a ces problèmes aussi de santé. Santé universelle, déjà le président a commencé, mais ça ne suffit pas. Tout est priorité, M. Jean Crespin, parce qu'il y a des problèmes aussi des infrastructures routières que le président est en train de revoir. Il y a des problèmes d'emploi que le président est en train d'établir. Vous avez parlé parmi même ces 6 axes prioritaires. Il y a des problèmes aussi de la production, M. Jean-Marie. Et M. Jean Crespin, vous allez m'excuser pour ça. Alors, la priorité des priorités, puisque tout est priorité en République démocratique du Congo, la priorité des priorités, moi je voudrais, dans un premier temps, que le président de la République puisse nous laisser un programme à l'horizon 2060. C'est ma proposition. 2060. À l'horizon 2060. Parce que, M. Jean Crespin, nous avons un problème avec nos politiques, nos acteurs politiques. Assez souvent, les programmes qu'eux mettent en place, c'est des programmes conjoncturels. C'est-à-dire, c'est un programme juste pour leur mandat, pour satisfaire en tout cas, pour avoir au moins un bilan. Nous l'avions vu avec les présidents précédents. Et pourtant, les Congo, on doit les laisser avec un programme structurel. Les États-Unis l'ont fait. Un programme à réaliser à long terme. Et pendant tout ce temps, vous espérez, vous pensez que les Congolais vont s'en sortir comment? Bien sûr. D'abord, la première des choses, c'est mettre en place un programme structurel à long terme. À l'horizon 2060. C'est ma proposition. Mais maintenant, puisqu'il y a un programme structurel, quelles sont les priorités qu'il faudrait toucher pour les mandats de Félix Tshisekedi? Au Congo, nous avons un problème d'abord des productions agricoles. Le président, je crois, dans l'une des provinces pendant sa campagne, il a parlé, je crois, cité au Kasaï, si c'est pas, je crois cité au Kasaï. Lui-même, il a dit, nous avons le problème, nous consommons plus, nous importons nos biens agricoles, mais nos produits agricoles, mais nous ne produisons pas. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y ait dépréciation de la monnaie. Et d'ailleurs, si vous remarquez, M. Jean Crespin, vous allez voir que les dollars a tendance à s'enflammer lorsqu'on arrive à une période de fin du mois. Parce que c'est lorsqu'il y a paye, tout le monde doit chercher à acheter soit les loyers pour ceux qui voyagent. C'est là aussi un problème. Donc le président doit plus tabler sur la production des produits agricoles, ce qui va finir la famine qui aujourd'hui, chaque Congolais pleure lorsqu'on dit les sociales, à l'attendement des Congolais, vous allez comprendre que les sociales, c'est la faim. Et les ventres affamés, vous savez qu'il a l'oreille, le peuple ne va pas en tout cas pardonner. Le peuple ne va pas en tout cas pardonner Félix Tshisekedi. Mais puisqu'il faudrait produire, il faudrait qu'il y ait production agricole, M. Jean Crespin. Mais il faudrait qu'il y ait formation de main-d'œuvre. Il y a des jeunes qui traînent. Il y a des jeunes qui font le boulot. Nous disons félicitations d'abord au président Félix Tshisekedi pour les services nationaux. Mais pas recruter les jeunes à Kanyamaka CC. Bien sûr, mais c'est une politique en tout cas des conséquences.
Mais nous aimerions en tout cas qu'il y ait une politique préventive. C'est-à-dire, puisqu'il y a des jeunes qui sont là, qui sont une main-d'œuvre non utilisée, je ne voudrais pas emprunter les mots main-d'œuvre inutile, mais je préfère une main-d'œuvre non utilisée. On peut prendre ces jeunes-là. Moi, j'avais proposé à ma campagne la création d'un institut communal de formation professionnelle. C'est-à-dire, au sein de nos communes, des entités territoriales décentralisées, on identifie chaque jeune, on les encadre au sein des entités territoriales décentralisées, et puis, cette fois-là, on va maintenant leur former par rapport aux besoins de la société. Or, les besoins aujourd'hui qui se présentent, nous avons le problème de la production agricole. Nous avons aujourd'hui les problèmes des infrastructures routières qui doivent être construites au travers du pays. Mais on aura besoin de qui? Des ingénieurs en bâtiment et travaux publics. Est-ce qu'il faudrait-il toujours signer des contrats avec des Chinois ou soit, voilà, nous allons dire des étrangers? Est-ce que nous devons encore signer des contrats avec eux? Ou soit nous devons maintenant former notre main-d'œuvre pour pouvoir pallier à ces problèmes. Je pense que c'est sur ça que devrait en tout cas tabler. Et comment y arriver? Est-ce qu'il faudrait faire secours aux institutions de prêt dans le pouce, ou soit il faudrait que l'État puisse mobiliser les moyens ici à l'interne? Pour mobiliser les moyens à l'interne, qu'est-ce qu'il faudrait faire? L'État congolais, un pays, les autres nous parlent de moins endettés, les autres nous parlent d'un pays plus endetté. Est-ce qu'il faudrait encore s'endetter à ces institutions internationales, ou soit à la FMI et d'autres, ou soit il faudrait juste que l'État puisse mobiliser à l'interne des moyens pour arriver à matérialiser les 6 axes du président de la République énumérés ici? Vous savez, M. Jean Crespin, j'ai suivi un documentaire. Il y avait un Chinois, un journaliste chinois qui était venu en République démocratique du Congo. C'était sa première fois qu'il arrive en RDC. Et lorsqu'il arrive, par rapport à ce qu'il avait vu, des richesses énormes du sol, du sous-sol, des richesses en termes des êtres humains, et il est rentré chez eux en Chine pour dire à son président, il a dit que le président, Dieu a oublié ses valises en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que cela veut dire? Au Congo, nous avons tout pour réussir. Mais cela demande un peu de volonté. Un peu de volonté. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? La première des choses, le président doit d'abord renforcer des organes, des institutions de contrôle reconnues à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on vous parle de l'IGF. IGF hier qui était oublié. Et aujourd'hui, vous voyez le rôle qui joue aujourd'hui l'IGF. Bien qu'il y a qu'il y aurait des soupçons, que vous avez suivi les ministres. Vous avez suivi les ministres Tony Mamba qui accusent et qui la mégestion de voilà, l'inspecteur chef des services. Sur X, il a dit que M. Jules Adlinguet il fait la politique active. Et c'est déplorable si M. Adlinguet arrive à faire de la politique active alors que monsieur doit renforcer en tout cas les recettes de l'État. À part l'IGF, il y a aussi la Cour des comptes qui est aussi oubliée aujourd'hui. Mais quels sont maintenant les travaux que les animateurs des institutions doivent faire? Là, c'est une question. Là, c'est une question importante, M. Jean Crespin. Vous savez, il y a beaucoup d'argent qui est dilapidé, volatilisé par les animateurs des institutions. Et cela, c'est à la merci et au su et aux yeux de tous. Je vous donne un petit exemple, M. Jean Crespin. Aujourd'hui, vous voyez nos amis Wewa, communément appelés Wewa, les taxis, les motards communément appelés Wewa. Chaque fois, chaque jour, la ville de Kinshasa fait payer aux taxis motos 500 francs. Comme frais de stationnement. Comme frais de stationnement, frais de... Voilà, on peut appeler ça comme ça. 500 francs. Et M. Jean Crespin, il y a 300 000 motos qui ont été identifiées seulement pour la ville de Kinshasa. Là, c'était en quelle année? C'était en 2019.
2019. Et pourtant, il y a eu maintenant en 2024. Or, il y a eu hausse encore de la demande des motards. Mais prenons les statistiques de 2019. 300 000, messieurs. C'est-à-dire, avec 500 francs, la ville arrive à mobiliser 150 millions de francs par mois. Non, par jour, 150 millions. Et si vous le faites fois 365 jours pour une année, ça va nous faire 554 milliards 750 millions de francs congolais. En dollars, ça nous fait quoi? Et où vont cet argent? Mais c'est la question d'ailleurs qu'il faudrait maintenant appeler voilà, l'IGF, qui doit contrôler d'ailleurs ces gens, ces animateurs des institutions, parce que c'est de l'argent qui est dilapidé aujourd'hui. Pour mettre en place un système éducatif de qualité, on aura besoin d'argent. Vous prenez par exemple que tous les problèmes de l'éducation en général, pour en finir avec ces problèmes, ça nous fait 9 millions. 9 millions de francs. 9 millions de dollars. Pour en finir avec tous ces problèmes. S'il faudrait prendre aussi la couverture des santé universelle pour la construction des hôpitaux, ou réhabilitation, la réhabilitation, prise en charge, ça peut aller au-delà de 11 millions de dollars. Mais ici, il y a de l'argent qu'on voit même pas où ça va. Et moi, parfois, ça me fait mal, M. Jean Crespin, lorsque je regarde les budgets, on nous présente un budget de 16 milliards. Très peu. M. Jean Crespin, 154 milliards, 750 millions, ça nous fait combien? Et pour la ville de Kinshasa? Juste pour la ville de Kinshasa, ça nous fait déjà autour de il y a vraiment des suivis. Mais voilà pourquoi je demande que le président puisse renforcer les organes de contrôle de la République, les institutions de contrôle de la République. Et le président est en son début et son second mandat, permettez-moi la tautologie, il est en début de son second mandat. Là, vous lui demandez d'ailleurs donc de changer les animateurs des institutions? Non, je ne dis pas de changer, mais s'il faudrait aussi changer, il faudrait changer. Parce que nous devons atteindre un objectif à long terme. Nous nous fixons un objectif horizon 2060, RDC doit être déclaré pays développé. Il y a un processus que nous devons mettre en place. Et en termes aussi, d'ailleurs même des dépenses, nous devons regarder comment nous dépensons nos finances publiques. Comment l'État dépense ses finances. En parlant déjà des dépenses, ici je vois, il faudrait vous demander qu'il y ait une diminution des trains de vie des institutions, ou soit ça doit rester comme ça, les députés qui toucheront, on aurait appris qu'ils toucheront peut-être 21 000 dollars. Est-ce qu'il faudrait réduire les trains de vie des institutions? Dans chaque dépense, M. Jean Crespin, dans chaque dépense publique, l'État doit se poser deux questions, se pose toujours deux questions. En quoi nous devons dépenser et comment cette dépense peut alléger les problèmes sociaux et sociaux du pays. Est-ce que par rapport à nos dépenses, vous trouvez que c'est pour alléger les dépenses ou soit c'est pour encore endetter la République démocratique du Congo? Prenons la loi des finances 2023. Vous allez voir que 8% seulement va dans l'investissement. Monsieur Jean Crespin, quel est ce pays qui se veut développer, qui pour son investissement alloue 8% seulement et 60% partirait dans les dépenses des fonctionnements, des consommations. C'est grave pour la République, c'est grave pour nos animateurs, parce que eux qui prennent la bonne gouvernance. Et je voudrais que Félix Tshisekedi, que le président Félix Tshisekedi, dans son deuxième mandat, qu'il puisse en tout cas faire, renforcer les contrôles. Parce qu'il ne faudrait pas que l'argent de l'État soit en fait éparpillé. Il faudrait encadrer
l'argent de l'État, les recettes de l'État, et orienter d'une bonne manière. On apprend aujourd'hui que les députés, on leur donnerait, on les donnerait 33 000 $ pour un député national. Dans ces législatures. Dans cette législature. Dans cette législature. Et pourtant, M. Jean Crespin, un enseignant touche à peine 300 000 francs. Moins de 150 $. Dans le rôle économique de l'État, l'État a le rôle de régulation parce qu'il doit se rassurer que tout marche, qu'il y ait une cohésion sociale. Il y a le rôle des redistributions parce que l'État doit faire en sorte qu'il n'y ait pas de tensions salariales. L'État doit faire en sorte qu'il y ait équilibre, équité dans la répartition des ressources publiques. C'est d'ailleurs dans l'article 58 de la Constitution. La redistribution équitable de l'État. Comment vous expliquez, M. Jean Crespin, qu'il y ait un député qui gagne 21 000 $. 21 000 $ selon Martin Fayoulou, qui gagne 21 000 $ et l'enseignant qui est l'artisan. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que l'enseignant, c'est la personne qui forme l'homme de demain. Et vous savez que le Congo de demain dépend de l'homme d'aujourd'hui, l'homme que nous formions aujourd'hui. Et donc cette personne-là doit être bien traitée. Cette personne-là doit être, protégée. Il faudrait qu'on puisse les protéger. Alors lorsqu'il y a ces déséquilibres, il y a alors un problème de gouvernance. Il y a un problème de gouvernance. Voilà pourquoi je voudrais implorer au chef de l'État qui nous suit en ces moments d'établir, de regarder plus sur le rôle économique de l'État et faire en sorte qu'il y ait équité, en tout cas équité dans la répartition de la chose publique. Ça nous permettrait de former, en tout cas de prendre l'élan du développement de la RDC. La République démocratique du Congo, vous avez parlé d'un plan. Il faudrait que la RDC puisse, surtout les présidents de la République, puissent nous proposer un projet à long terme. Et vous pensez, là, c'est comme si vous demandiez à ce que même le mandat, ou soit la Constitution, soit retouchée ou comment? Monsieur Jean Crespin, il est vrai qu'il y a certains articles qui fâchent notre société, notre nation. L'exemple de l'article 211, ça fâche notre société. Mais écoutez, il y a un débat aujourd'hui qui est sur la toile sur l'organisation, la convocation du référendum. Je suis d'accord. Sur la question de la forme, je suis d'accord sur la question de la forme. Parce qu'à un moment donné, nous devons nous mettre sur la table et parler sur des questions qui concernent notre société. Mais en ce qui concerne les fonds, c'est les fonds qui posent problème. On nous parle aujourd'hui de changer le mandat du président de 5 ans pour 7 ans. Mais avec quelle motivation? Chaque président qui vient, voilà pourquoi je parle de l'horizon 2060, parce que là, ça sera l'occasion que nous puissions discuter entre nous Congolais. Nous voulons quel type de société en 2060? Que nous soyons là, que nous ne soyons pas là, mais quelle société nous allons léguer à notre postérité? Et ça dépend maintenant du travail que nous allons fournir aujourd'hui. Mais si le débat est pour changer le mandat du président de 5 ans à 7 ans, en tout cas, nous allons rater ces rendez-vous. Nous allons rater ces rendez-vous. Et pourtant, si un président vient, parce qu'il y a déjà un programme qui est déjà là, mais sauf qu'il doit ajouter quelque chose, nous disons oui. Mais si c'est pour éterniser le roi
sur le trône, alors nous allons rater en tout cas ces rendez-vous. Ici, vous parlez où est priorité en République démocratique du Congo. La question sécuritaire en République démocratique du Congo, ici le chef de l'État, il parle ici d'assurer la sécurité des populations et leurs biens du territoire national en restructurant l'appareil sécuritaire. L'appareil sécuritaire, durant son premier mandat, n'a pas été restructuré. Il demande encore qu'il puisse restructurer à nouveau l'appareil sécuritaire parce qu'on nous a même parlé de l'infiltration de l'armée congolaise par nos voisins. Ici, je fais allusion au Rwanda, que l'armée congolaise aurait été infiltrée par les Rwandais. Est-ce qu'il faudrait encore restructurer à nouveau ou soit ça a été déjà restructuré lors de son premier mandat? Oui, bien sûr. Raison pour laquelle nous avons, j'ai parlé des questions de toutes les priorités en RDC. Notre système de défense et de sécurité, aujourd'hui ici, veut à ce que nous ayons en fait des réformes. Voilà pourquoi le président parlait de restructurer. Parce que nous devons mettre en place des réformes, mais des réformes stratégiques qui permettraient évidemment de pouvoir instaurer la paix en République démocratique du Congo. Mais sinon, qu'est-ce que mais structurer l'armée veut à ce qu'il y ait aussi un effectif conséquent. Et pour qu'il y ait un effectif conséquent, la première des choses que doit faire l'État congolais, c'est d'abord de faire revivre cet éclat, cet amour du pays. Et pour faire revivre l'amour du pays, M. Jean-Christophe, il y a les préalables. Aujourd'hui, si la plupart des citoyens congolais refusent d'entrer dans l'armée, c'est parce que d'abord, ils ne sont pas bien pris en charge. Je ne vais pas décourager nos voyants militaires qui font un excellent travail aujourd'hui. Mais l'État doit tabler aussi sur ça. Parce que l'armée, aujourd'hui, nos militaires doivent être bien rémunérés. Leur solde doit être assez conséquent. Parce que lorsqu'un militaire laisse sa famille, laisse ses enfants pour aller combattre pour le pays, mais il faudrait qu'il y ait aussi des garanties. Aujourd'hui, si nous disons par exemple qu'un militaire, aujourd'hui, aura par exemple un salaire de 500 $, 1000 $, les jeunes vont adhérer. mais je vous garantis, aujourd'hui, lorsque le président de la République a appelé à l'adhésion massive dans l'armée, qui sont ceux qui ont plus adhéré? Donc vous allez comprendre que c'est plus nos frères de l'Est. Pourquoi? Parce qu'eux sont attachés, d'abord, premièrement, à leur terre. Ils veulent défendre leur terre. Ils veulent défendre leur terre. D'abord parce que vous savez que le cœur de Congolais est dissocié entre leur grande nation, qui est leur grande patrie, qui est la nation, et leur petite patrie, qui est leur ethnie. Et eux préfèrent plus, l'homme congolais préfère plus l'ethnie, parce qu'on leur a donné cet amour de leur terre. Et pourtant, c'est le travail que l'État devrait faire au travers du civisme, le cours d'éducation civique. C'est le travail en tout cas qui devrait faire l'État congolais en tout cas. C'est un peu dans ce sens-là. Donc l'État doit d'abord garantir d'abord une prise en charge conséquente de nos militaires, de nos soldats, à partir de leur sol. Ça va renforcer encore l'effectif, parce que vous savez, pour ne pas interpréter les mots, les phrases de Kassavoubou qui disait il ne faudrait pas que le Congo soit grand pour nous Congolais. Et la réponse de Mobutu, de Lumumba, Lumumba lui a dit le Congo est grand et il exige de nous de la grandeur. Cette grandeur doit d'abord commencer par notre mentalité, par notre manière de réfléchir, par la politique que nous devons adopter. Et la politique que nous devons adopter, c'est privilégier d'abord des personnes, des citoyens qui jouent aussi
un rôle important. Parce que au lieu, par exemple, plutôt d'augmenter encore les salaires des députés, plutôt de prendre cet argent et l'affecter pour nos militaires, nos soldats, ça va encore renforcer en tout cas la cohésion nationale. Parmi les six axes que le président avait tablé lors de son discours d'investiture, il nous a parlé de créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Alors, le chef de l'État, déjà en 2022, il était face à la jeunesse congolaise. Il leur avait promis de créer des millionnaires congolais. Où en sommes-nous? Nous avons maintenant actuellement combien de jeunes que le président a injecté sur le marché, soit a créé comme des millionnaires? Mais bien sûr, vous savez que dans chaque État, l'État assainit. Voilà pourquoi j'ai parlé d'État régulateur, parce que l'État assainit l'environnement qui permettrait aux particuliers, aux privés de venir investir et créer évidemment de l'emploi dans la possibilité d'être des millionnaires. Mais vous savez, toujours en 2021, le président avait rendez-vous avec les pêcheurs à Kimpoul. Et au sortir de leur échange, le président a déclaré qu'il avait trouvé la clé pour sortir le Congo de la pauvreté. Voilà pourquoi je vous dis que le Congo, en tout cas, pour emprunter les paroles de ces journalistes chinois qui disaient Dieu a oublié les valises au Congo. Le Congo a des énormes richesses, mais cela dépend en tout cas des personnes ayant une volonté, ayant une connaissance pour pouvoir, ayant aussi l'amour du pays, pour pouvoir servir évidemment notre nation. Je voulais dire ceci. Des entrepreneurs, dans tous les pays, ce sont des gens qu'il faudrait regarder en tout cas avec accompagner ça. Voilà, il faudrait les accompagner. Voilà, d'abord regarder d'abord avec l'œil. Voilà. Il faudrait d'abord prêter attention à eux, la première des choses. La deuxième des choses, les accompagner, parce qu'au travers d'eux, il y aura de l'emploi qui sera créé. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Ali Kolabo, aujourd'hui on parle d'Alibaba, aujourd'hui on parle de monsieur d'Amazon, Jeff Bezos. Mais ce sont des particuliers. Chez nous ici, lorsqu'on parle de Moïse Katumbi, lorsqu'on parle de Joseph Kabila, lorsqu'on parle de monsieur qui a écrit La chèvre de ma mère, La chèvre de ma mère. Et aujourd'hui, il y a aussi un entrepreneur, voilà, c'est une femme, qui aujourd'hui est en train de monter. Il y a Tina Mukuna, qui est dans le domaine des cafés, elle a produit café, la quinoise. C'est quand même quelqu'un qui a du soutien, mais qui mérite que l'État puisse nous accompagner, puisque au travers de personnes pareilles, il y a de l'emploi qui est créé. Et lorsqu'il y a de l'emploi qui est créé, l'État aussi gagne aussi en termes d'IPR, de taxes sur les revenus, comme on dit. Il y a réduction du taux de chômage. Bien sûr. Donc tout va toujours dans l'optique de maximiser encore. C'est un peu dans ce sens-là. Et lorsqu'il parle de protéger les pouvoirs d'achat des ménages en stabilisant les taux d'échange, comment il on stabilise les taux d'échange en produisant. C'est en produisant. Comment vous allez stabiliser si vous consommez mais il n'y a pas de production? Parce que l'économie répond à la loi de l'offre et la demande. Et à l'heure actuelle, comment faire pour produire, que l'État congolais puisse produire? J'ai donné, c'est pour ça que j'ai parlé de production de produits agricoles. Et en termes de production, il y a d'abord, l'État doit d'abord produire d'abord une main-d'œuvre qui sera qualifiée, qui sera qualifiée.
La deuxième des choses, produire des produits agricoles, produire des produits industriels, la production minière aussi. La production minière aussi. Donc c'est un peu ça, c'est dans ces termes-là qu'on va arriver alors à stabiliser parce que lorsqu'il y a toujours la demande, oui, et vous ne le ferez pas, ça crée en tout cas un déséquilibre en termes même de l'économie nationale. Alors, à l'heure actuelle, vous pensez vraiment que ça doit être une priorité pour déjà mettre en place un gouvernement ou soit il faudrait encore attendre? C'est une priorité parce que la population veut qu'il y ait quand même ses pouvoirs d'achat qui doivent être protégés. Est-ce qu'il faudrait vraiment, il faudrait que les choses puissent s'accélérer, qu'on puisse nommer un informateur afin d'identifier la majorité parlementaire pour que ça puisse permettre les chefs de l'État de nommer déjà les premiers ministres pour que le travail puisse commencer, ou ça il faudrait encore attendre? Bon, moi je ne suis pas dans les secrets des dieux. Je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais vous savez, par rapport aux attentes de la population, il serait bénéfique, en tout cas pour le président, en ce moment, de pouvoir nommer déjà un informateur et pour les prochains. Pour lui permettre d'identifier donc la majorité. Bien sûr, pour le prochain gouvernement. Mais vous savez que c'est seul le président qui a le pouvoir discrétionnaire. Qui a le pouvoir discrétionnaire et qui maîtrise tout sur tous ses collaborateurs. Oui. Donc, je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Mais pour mettre un avis, vous savez que c'est important pour M. Félix Tshisekedi aujourd'hui, qui est président de la République, de pouvoir former au plus vite un gouvernement, mais un gouvernement non pas par rapport à des récompenses, mais pour remplir en tout cas les attentes de la population. Si on nommait quelqu'un parce qu'on a combattu avec lui, si on nommait quelqu'un parce qu'il m'a accompagné, si on nommait quelqu'un parce qu'il a été dans la rue, dans nos partis politiques, ça sera alors un gâchis total parce que vous savez, dans chaque nomination, pour ceux qui ont fait le management, on table toujours sur la compétence et aussi la performance. Si ces deux sujets, ces deux critères ne sont pas pris en compte, en tout cas c'est parti pour un échec qui sera en tout cas accordé au président Tshisekedi. de la République. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce premier numéro de l'an 2024 de votre magazine Actu-Day, mais pas le dernier, c'est le premier numéro. Alors nous espérons bien que M. Philippe Kassa, vous serez encore une fois de plus invité sur ce plateau pour qu'on échange, surtout sur les questions de l'heure. Alors, avez-vous un mot de la fin pour aujourd'hui à adresser à la population congolaise et aussi au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi? D'abord, je voudrais vous dire merci. Merci pour l'invitation. Ce n'est pas donné à tout le monde de participer dans de telles émissions où on parle de la science. Vous savez, j'ai toujours évité, lorsqu'on m'invite dans des plateaux et on se met à faire des cultes des personnalités. À les polémiquer, soit oui. à adorer. En tout cas, on fait des discussions des individus autour de la politique. Contrairement, il faudrait parler des idéologies. J'aimerais en tout cas, tel que nous avons échangé aujourd'hui, que la prochaine fois que nous puissions parler sur l'éducation, la prochaine fois que nous puissions parler sur la croissance économique, que nous puissions parler sur des questions qui touchent la vie, qui touchent la vie sociale en tout cas, ça nous fait plaisir parce que ça fait en sorte que la population trouve en tout cas leur intérêt et qu'ils puissent aussi aller. Parce que c'est accorder de l'importance par rapport au bon fonctionnement de notre nation. Et au
président de la République, je vous souhaite un meilleur mandat et rempli en tout cas de sagesse, que Dieu vous donne la sagesse, mais un mandat aussi où vous devrez être assez rigoureux. Je demande plus votre rigueur, Monsieur le Président, parce que ce deuxième mandat peut constituer, tel que je le disais tantôt, peut constituer un piège contre vous, parce que vous vous êtes beaucoup plaint au premier mandat. Nous avons tous vu comment votre accord avec l'FCC, ça n'a pas fonctionné. Vous avez eu des bâtons, on vous a mis des bâtons dans les roues. Et ce deuxième mandat, c'est l'opportunité à prouver au peuple congolais que nous avions raison de vous choisir. Parce que vous savez, Monsieur le Président, vous représentez aujourd'hui sur cette chaise votre père. Vous représentez aujourd'hui sur cette chaise les noms iconiques qui est des Tshisekedi, dans lesquels tout le Congolais se reconnaît au travers de ces noms. Donc nous vous souhaitons en tout cas un fructueux mandat. Voilà, c'est un peu tout ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup, Monsieur Philippe Boukassa, d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ces numéros de votre magazine Actu-Day. Surtout, nous vous demandons de nous accompagner, surtout en vous abonnant très massivement sur toutes nos plateformes numériques, YouTube, JC4 Télévision, Facebook, JC4 Télévision, TikTok, JC4 Télévision, Instagram, JC4 Télévision. Abonnez-vous très massivement. Crispin Inganga 4 sur Twitter. Surtout, accompagnez-nous, restez surtout branchés et à très bientôt. Merci, monsieur. Monsieur,